Depuis que je suis ado, la période des règles est une période redoutée pour moi et ceux qui me connaissent. Mal au ventre, impossibilité de mettre un tampon, serviettes hygiéniques qui me font des allergies. Bref, une panoplie de mésaventures que connaissent la plupart des femmes. Et d'ailleurs, lorsque l'on sait que les règles surviennent 12 à 13 fois par an pendant près de 40 ans, il vaut mieux être au sec, préserver sa santé et se sentir belle. Quel ne fut pas mon bonheur de découvrir Elia Lingerie, seule marque de lingerie menstruelle bio à avoir la certification Origine France garantie. J'avoue avoir eu un coup de cœur pour la culotte Philomène en coton ultra doux, comme tous les produits de la marque, et pour le livret consacré aux premières règles, parfait pour les jeunes filles et leurs parents qui souhaitent discuter de ce grand bouleversement. En fonction de vos envies et de votre flux, il est certain que vous trouverez le produit qu'il vous faut chez Elia Lingerie ou que vous rendrez heureuse votre femme, amie, sœur en lui offrant une carte cadeau. Merci Elia Lingerie pour votre précieuse participation sur ce podcast et rendez-vous sur leur site dont le lien est dans les notes de l'épisode. Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que dans cette société qui voudrait que l'on privilégie la sécurité, la prise de risque est pourtant bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui ont pris des risques dans des circonstances variées, mais souvent hors du commun. Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore ICO, cette formidable application communautaire de podcast où vous pouvez découvrir et échanger entre passionnés de ce super média audio. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Anne Cazobon. L'outil et le travail le plus puissant, c'est vraiment de travailler dans l'inconscient. Votre chemin s'articule autour de l'expression et de la communication. Ancienne interprète en langue des signes, vous avez plongé dans le monde des sourds pour mieux remonter à la surface, s'ouvrir à votre voix, puis celle des autres, et vous mettre à l'écoute du monde. Journaliste radio et réalisatrice de documentaires, vous êtes aujourd'hui spécialisée dans le développement personnel que vous expérimentez depuis une vingtaine d'années. Concepts innovants et émissions originales, vous mettez votre créativité et votre expertise au service de l'expression sous toutes ses formes. Conférencière, auteure, formatrice, vous multipliez les terrains d'expression artistique que sont la peinture, l'illustration, la performance ou la poésie urbaine. Pour vous, Anne Cazobon, la vie est un véritable jeu de pistes truffé de signes pour qui veut bien les voir. Je vais commencer par vous poser des questions un petit peu plus personnelles sur vous, votre parcours. Une première question qui est très simple. Comment vous êtes tombée dans le développement personnel ? Je dirais que c'est à la suite d'un gros coup de mou, un gros coup de moins bien, un gros coup de blues au début de ma vingtaine, où vraiment là j'ai commencé à voir la vie de plus en plus en noir, où je commençais à tourner en rond, j'avais une grande tristesse que je ne m'expliquais pas. Je cachais bien mon jeu puisque j'étais vraiment considérée comme la jeune femme joviale, sympa, enthousiaste, créative, mais derrière vraiment j'avais une espèce de lame de fond qui me tirait vraiment très fortement vers le bas. Et puis je me suis fait un peu peur avec vraiment des idées sombres et je me souviens qu'à l'époque j'avais été déjeuner avec une amie à Nantes, j'ai fait un bout de mes études à Nantes et j'avais été la voir et je me souviens qu'elle à l'époque elle avait voilà un petit coup de mou et quelques mois plus tard je la trouvais vraiment mieux et je lui ai demandé quel était son remède, quelle était sa solution et elle m'a dit écoute je vois une psy, elle est géniale et j'étais tellement perdue à ce moment-là que j'étais presque à deux doigts de m'acheter un aller-retour, une carte premium pour faire des allers-retours sur Nantes et aller voir la psy qu'elle allait voir elle-même pour vraiment avoir exactement la même chose, le même cadeau qu'elle avait. Et donc j'ai entamé un grand travail thérapeutique à partir de 22-23 ans. Et là, j'ai plongé tête baissée dans l'accompagnement thérapeutique, d'abord en individuel, et puis ensuite les stages de développement personnel. Le développement personnel, pour moi, ça a surtout été de l'expérientiel, en fait. C'est vraiment ce qui se vit dans le corps et avec un accompagnateur, un accompagnant, pour réveiller ce qui a à réveiller.
D'accord. Et qu'est-ce que vous faisiez avant le développement personnel, du coup? Je tentais de survivre et de vivoter, parce que c'est quand même ce dont on se rend compte et comment on se rencontre quelques années plus tard. J'étais à côté de ma vie, je crois vraiment. À l'époque, j'étais journaliste radio. Je commençais j'avais fait des études en anglais. J'étais devenue interprète en langue des signes, et puis j'avais basculé du côté du journalisme radio pour me rendre compte que j'en avais ras-le-bol du silence que je m'imposais, et avoir plongé dans la langue des signes, c'était un peu ça, et de basculer vers la radio, d'oser enfin tendre au moins le micro vers les autres, puisque moi je ne savais pas encore ce que j'avais envie de dire au monde, mais j'allais le faire dire par plein d'autres gens que j'allais aller interviewer. Donc déjà, c'était une première démarche, un premier pas vers soi, même s'il était d'abord vers l'extérieur. Intéressant. Et quand vous parlez de développement personnel, vous parlez finalement de dépouillement personnel. Ouais, j'aimerais savoir pourquoi. C'est le titre du livre que je suis en train d'écrire en ce moment, parce que moi ça fait une vingtaine d'années donc que je dépouille, que je travaille à cet effeuillage de l'être. C'est un peu comme si on était tous des oignons et qu'on vient peler comme ça de la vie. On naît au monde avec une essence pure, on est vraiment des joyaux, des trésors, des bijoux, et puis au fur et à mesure que l'on grandit, on se laisse conditionner parce qu'on est tout petit, et puis parce qu'on ne peut pas faire vraiment autrement, parce qu'on a compris que quand on était sage comme une image dans un coin et qu'on n'en mettait pas partout, maman nous aimait mieux que quand on... je sais pas, moi je me souviens de cette créativité artistique du dessin et de la peinture qui est venue bien plus tard, mais parce que j'ai réprimé longtemps, parce que quand j'étais petite, très vite j'ai compris que quand j'en mettais partout avec mes feutres et ma peinture, la voix, le ton se haussait du côté de chez mes parents, et donc très vite, voilà, je voulais être sage, je voulais être gentille, je voulais être aimée surtout pas pour qui j'étais, mais je n'avais pas encore compris ça à l'époque. Mais donc très vite, j'ai un peu verrouillé tous ces endroits-là de l'enfant libre, de la petite fille joyeuse. Et donc c'est vrai que on se bride tous. Enfin, je me bridais, et j'ai l'impression qu'on est nombreux à s'être bridés pendant longtemps. La notion de développement personnel est née en Californie dans les années 60, mais j'ai l'impression qu'il y a un vrai boom depuis 3-4 ans. Il y a beaucoup de livres sur le développement personnel qui naissent un petit peu partout. Il y a 10 ans, c'était presque une honte. Moi, je me souviens quand ma mère, elle s'intéressait au développement personnel il y a 10 ans, elle osait pas vraiment en parler. Et j'aimerais savoir, vous, comment vous expliquez un tel engouement dans nos sociétés pour le développement personnel ? Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont toujours un temps d'avance. De toute façon, c'est l'Amérique du Nord. À ce niveau-là, il y a plein de choses à jeter chez les Américains et chez les Nord-Américains, mais il y a quand même plein de choses à prendre aussi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le terme développement personnel en anglais, c'est self-help. C'est comment je peux m'aider moi-même. Mais c'est ce que dit aussi aide-toi et le ciel t'aidera. Oui. Donc on retrouve aussi tous ces grands thèmes dans la religion, dans la Bible, dans les grands textes sacrés bouddhistes. On retrouve ce même dénominateur commun partout. Et j'ai envie de dire, peu importe le chemin que l'on prendra les uns et les autres pour y arriver, le tout c'est de surtout tenter de sortir du statut de victime. Le statut de victime, c'est celui qui dit « Ah, c'est la faute de mes parents, c'est à cause de mon enfance. Ah, si j'avais pas fait ces études-là. Ah, si on n'avait pas les enfants, on ferait ça. » Voilà, c'est vraiment d'essayer de reprendre sa vie en main. Alors, est-ce que c'est en allant méditer, en allant marcher en forêt, lire des bouquins, faire des stages? J'ai envie de dire, tant que ça reste un plaisir, que ça nous fait du bien, je crois que c'est surtout ça. Oui. Tant que ça nous fait du bien et que on ne tombe pas dans un endroit où on va nous prélever 10% de notre salaire tous les mois, oui. A priori, ça fait pas de mal. Il y a plusieurs émissions comme ça qui disent ça peut pas faire de mal, bah c'est un peu ça. Ça peut pas faire de mal de respirer, de regarder en face, voilà où j'en suis, tiens, quel rêve j'avais, de quoi est fait aujourd'hui mon quotidien, où est-ce que j'aimerais replacer le curseur un peu, qu'est-ce qui me manque profondément, de quoi j'ai un trop plein. Je trouve ça intéressant aussi de se poser, d'avoir ces rendez-vous avec soi-même. Alors, est-ce que ça passe par un atelier auquel je vais participer, un magazine un peu plus conscient que je vais m'acheter lors d'un voyage en train? Est-ce que c'est une séance de méditation avec une appli dans les oreilles que je vais me faire dans le métro pour éviter de me laisser polluer par l'environnement ambiant? Libre à chacun ensuite de trouver son chemin et sa technique à soi, en fait. Et pourquoi aujourd'hui plus qu'avant ?
Parce que je pense qu'avant c'était tenu. Moi j'ai fait un reportage là-dessus. J'ai fait un documentaire autour des défroqués, qui sont ces jeunes enfants dans les années 50-60 dans tout le Grand Ouest de la France, qui étaient confiés à l'Église. En fait, à l'époque, dans les années 50-60, il n'y a pas encore la pilule. Oui. On a des grandes familles de 5 à 10 enfants, et donc parfois les chanoines qui rabattaient dans les campagnes venaient demander, chercher des petits séminaristes en puissance, c'était un peu ça. Et donc, en fait, il y avait des enfants qui étaient confiés à l'église, qui seraient des bouches de moins à nourrir, et ça arrangeait bien les parents. Et puis, c'était noble de donner un enfant à Dieu. Et moi, j'ai fait tout un documentaire pour la RTBF il y a quelques années sur ce sujet, et où je rencontrais ces hommes, ces femmes de 50, 60, 70 ans, qui avaient l'impression qu'on leur avait volé leur vie, leur jeunesse, qui avaient eu l'impression d'être livrés en pâture à une institution qui était tellement forte, tellement puissante, où on notait le dimanche matin qui n'était pas à la messe, on jugeait, où c'était vraiment... ça régissait beaucoup les sociétés, les villages, les familles, les villes. Exactement. Donc, avec l'effondrement un peu de tout ça, avec des églises de moins en moins pleines, avec une ouverture à d'autres formes de spiritualité, évidemment, il y a de la place pour d'autres formes de pensée aussi. Tout à fait d'accord. Dans ce podcast, j'interviewe des reporters de guerre, des sportifs, des hommes et des femmes merveilleux qui ont pris des risques et qui, dans certaines professions, ont pu subir un stress, voire un traumatisme. Vous livrez justement un plaidoyer pour faire de traumas nos alliés. J'aimerais savoir, parce que je trouve ça vraiment super intéressant, comment vous définiriez aujourd'hui les traumas ? Alors les traumas, il y en a vraiment beaucoup. Moi, je travaille beaucoup sur ce sujet qui me passionne depuis 20 ans presque. Les traumas, il y a les grands traumas qui sont le deuil, la rupture, le licenciement, la maladie, l'agression, la violence, l'abus. Et puis il y a les petits et moyens traumas qui peuvent être considérés comme gros traumas pour certains aussi. Donc là, c'est toujours c'est extrêmement personnel et subjectif. Ça peut être peut-être que à 6 ans, ma grand-mère chérie que j'aimais tant décède, et on considère qu'à 6 ans, je suis trop petite pour aller à son enterrement. Donc on va me confier à la voisine que je connais à peine, et je vais voir toute ma famille aller à cet enterrement. Et moi, dans ma tête de petite fille de 6 ans, je vais me dire si ça se trouve, ma grand-mère que j'adorais tellement, elle m'aimait pas tant que ça parce qu'en fait, elle veut pas que j'aille à son enterrement et je peux pas aller lui dire au revoir. Et peut-être que je vais aussi me dire, toute ma famille y est, sauf moi, donc peut-être en fait que je fais pas partie de cette famille. Vous voyez, toutes ces histoires qu'on peut se raconter et qui se bloquent et qui se coincent à l'intérieur et qui sont autant d'espaces de respiration, de créativité que l'on coince et que l'on bloque. Et à cet endroit-là, on se dit, donc en fait, là, j'ai pas vraiment le droit de montrer que je suis triste ou que j'ai ça à dire, à exprimer. Donc il y a ces petits et moyens traumas. Ça peut être la perte d'un animal. Moi, je me souviens que j'ai travaillé pendant des années sur... moi, j'avais des cochons d'Inde quand j'étais petite et qui étaient vraiment les amours de ma vie. J'adore, je vivais que pour ça. Et un jour, la maman est décédée et du coup, les bébés sont décédés les uns après les autres. Et dans la tête de ma petite fille intérieure de 8 ans, j'ai dû faire des petites boîtes à chaussures, de cercueils qu'on est allé enterrer dans la forêt. Ça a été... Mais moi, je me suis dit... Mais si c'est ça la vie, si on souffre comme ça dès qu'il y en a un qui part, plus jamais de ma vie je m'attacherai à un être humain. Et en fait, pendant des années, ensuite, à l'âge adulte, j'avais des amis qui me disaient « mon chat est mort, mon chien est mort ». Et moi, j'avais mis une chape de plomb à cet endroit-là, vraiment en me disant « mais jamais de ma vie je m'attacherai à un animal ». Et donc, j'ai vraiment travaillé dessus beaucoup pour aller ensuite laisser ce chagrin très enfoui remonter pour pouvoir ensuite pleinement aimer. Voilà. Mais c'est vrai que c'est important d'aller regarder profondément toutes ces formes de trauma. Et vous avez fait un travail sur le syndrome post-traumatique, du coup, pour les reporters de guerre Oui, pour tous les traumas qu'on a. Alors on dit, j'ai beaucoup travaillé aussi autour de la naissance, c'est aussi là-dessus que j'écris en ce moment, qui est le plus grand de nos traumas dans l'incarnation, je dirais, qui est vraiment l'endroit qui est tellement traumatisant qu'on ne s'en souvient pas, d'ailleurs. On dit vraiment que nos plus grandes blessures, elles apparaissent dans la vie intra-utérine, donc c'est-à-dire pendant les 9 mois de gestation, la naissance et puis les 2 premières années de la vie, qui sont le moment du pot à pot. L'allaitement peut aussi être quelque chose un peu où le bébé sent que c'est douloureux pour la mère n'y arrive pas, elle n'est pas prête. Moi, je suis née par césarienne, j'ai beaucoup travaillé sur la césarienne. Je suis née en 79, donc aujourd'hui, à l'époque, les mamans, elles étaient endormies et elles voyaient leur enfant 12 heures après la naissance qui avait été
mis en couveuse, touché par plein d'autres mains que le pot à pot avec la mère, puisque la mère était endormie. Et aujourd'hui, heureusement, vive les progrès de la science et de la médecine. J'ai passé une année dans les salles de naissance de la Pitié-Salpêtrière, et donc j'ai assisté à une 50aine d'accouchements, plus ou moins heureux, plus ou moins fluides, faciles et sereins, avec vraiment l'enfant qui naît comme une lettre à la poste et la césarienne hyper compliquée, avec vraiment tout type d'accouchement, et où j'ai vraiment vu, et c'est ça que je raconte, ce sur quoi j'écris en ce moment, vraiment, je trouve passionnant, où j'ai vu ces premières blessures de rejet, d'abandon, ces blessures qui se répètent aussi parfois, où si la mère elle-même n'a pas été vraiment accueillie dans la petite fille qu'elle était dans sa propre histoire, le jour où on lui présente à elle une petite fille qui sort de son ventre, vraiment ça peut être très très violent si elle-même n'a pas encore conscientisé ce traumatisme-là qui était enfoui en elle. Et ça me rappelle ce stage de développement personnel auquel j'avais participé il y a quelques années, où je me souviens, on était une vingtaine de femmes de la trentaine, et il y avait 2 catégories. Donc il y avait les mères de famille au bord de la crise de nerfs, et il y avait les jeunes femmes indépendantes, freelance, célibataires, dont je faisais partie. Et tout le monde se regardait un peu en chien de faïence, avec fascination, répulsion, entre celles qui avaient hyper envie d'avoir des enfants, d'avoir un mari, et celles qui disaient « Ah non, mais tu peux pas savoir, toi tu peux voyager quand tu veux, tu fais tous tes trucs. » Donc tout le monde se regardait un peu comme ça, et je me souviens de la thérapeute qui avait dit « Mais en fait, tout le monde fait le même travail. » Vous prenez juste des itinéraires bis, des itinéraires différents. Il y a celles qui, visiblement, ont besoin de travailler sur ces blessures très profondes avant de vraiment mettre en œuvre un projet familial, de procréation. Et puis, il y a celles qui ont foncé tête baissée parce que c'était possible pour elles, et dont l'arrivée d'un enfant, à l'âge de l'enfant, va vraiment venir agiter un petit foulard rouge, selon les âges où le parent doit travailler sur lui. Donc, est-ce que c'est mon enfant à 4 ans, il fait des terreurs nocturnes, qu'est-ce que ça dit de moi à 4 ans? Donc, c'est souvent ce miroir-là que ça vient réveiller, et ce sont des maîtres en ce terme-là, et en ce sens-là. Les enfants, ce sont ceux qui viennent vraiment nous dire où on en est de notre chemin. Et quand on subit ou qu'on a subi un traumatisme, quels sont les symptômes? Comment on peut savoir? Alors, on peut savoir... il y a plein de traumatismes. Ce que l'on peut savoir, c'est que... ce qu'il faut savoir, en fait, et ce qui est important de préciser, c'est que notre inconscient... En fait, c'est comme si on était, pour simplifier, c'est comme si on était un grand iceberg. On est tous des grands icebergs. Le haut de l'iceberg, c'est donc ce qui apparaît au-dessus de l'eau, c'est notre conscience. Les neurosciences, les plus positives, je dirais les plus optimistes, nous disent qu'on est conscient de 15 à 20%. Donc a priori, moi aujourd'hui, j'ai mis ce pantalon en conscience en me disant il fait un peu froid, je vais mettre ce pantalon en laine. Voilà, j'avais pas un revolver sur la tempe qui m'était pointé en me disant tu vas mettre ce pantalon. Donc voilà, a priori, j'ai mangé ce que je souhaitais manger à midi. Voilà, j'ai agi en conscience à ces endroits-là. Et tout le bas de l'iceberg, moi j'y mets donc les traumas, j'y mets le transgénérationnel, qui sont les histoires et les traumatismes aussi parfois que je porte pour d'autres. Je porte pour des parents, des grands-parents, peut-être que le métier que j'exerce, je le fais pour réparer quelque chose dans l'arbre familial. Et en dessous de ça, je place nos pépites, nos diamants, justement nos talents, notre créativité, vraiment nos espaces d'essence profonde, et ce pourquoi le monde entier nous attend, qu'on a à venir vibrer, à dire au monde. Et donc, en fait, c'est cet iceberg-là, l'idée, c'est vraiment d'abaisser le niveau de la mer pour être de plus en plus en conscience. Et donc, notre inconscient, c'est comme si c'était un vigile de boîte de nuit. C'est comme si lui, il disait, alors attends, là, ici, aujourd'hui, elle n'est pas du tout prête à se souvenir de ce traumatisme qu'elle a subi à 5 ans, mais qui peut être un accident de vélo où je chute et où personne ne voit que je suis tombée, j'ai mal, je crie, j'appelle ma mère, mais un temps qui me semble interminable à venir, et moi j'ai l'impression qu'on va m'abandonner. Peut-être que c'est vraiment un moment vraiment de départ, la perte d'un animal. Peut-être que j'assiste à une grande dispute entre mes parents et qu'il y a de la violence qui se vit entre mes parents. Et du coup, c'est tellement fort pour moi, petit enfant, que j'ai l'impression que c'est moi qui reçois les coups. Et tant qu'en fait, ça ne revient pas, ça ne remonte pas au cerveau, ça veut dire que mon être n'est pas prêt à le traverser. Et donc, on peut aussi se dire...
je sens que j'ai des crises d'angoisse, je sens que dans certaines situations j'ai des tremblements, mais tant qu'en fait ça ne remonte pas vraiment, ça veut dire que pour l'instant c'est pas prêt. Oui. Moi j'anime des cercles de femmes, des cercles de parole ou dans des stages de développement personnel. Je me souviens de cette femme de 70 ans qui s'est effondrée en rappelant que le jour où elle avait été réglée, donc à 14 ans, le jour où cette jeune adolescente de 14 ans va aux toilettes et trouve du sang dans sa culotte, court pour le dire à qui est là pour accueillir cette parole de jeune adolescente. Et en fait, son père et son frère lui filent une dérouillée. Et en fait, ça n'est qu'à 70 ans, alors qu'elle était elle-même grand-mère, elle avait eu des enfants, elle avait été mariée, elle avait eu des petits-enfants. Et qu'elle en a reparlé. Et que d'un coup, c'est remonté. C'est remonté, et parce qu'en fait, elle avait travaillé sur elle pendant tout ce temps, et que c'était que ce jour-là qu'elle était prête à libérer et laisser vraiment transmuter, transformer ce traumatisme-là. Donc, je dirais que vraiment, on peut avoir la confiance et la certitude que notre inconscient est notre meilleur ami là-dedans, et que si c'est pas prêt, c'est pas prêt. D'accord. Et vous expliquez dans une vidéo TED, que j'ai beaucoup regardée, que ces traumas, ou finalement nos épisodes de vie les plus difficiles, permettent de découvrir de fabuleux espaces de création. À première vue, c'est pas évident, mais j'aimerais que vous nous expliquiez du coup. Oui, c'est vrai que moi, c'est ce dont je me suis rendu compte. Moi, j'étais pas du tout la petite fille qui dessinait, j'étais pas du tout l'artiste. On en a tous eu une dans nos cours au collège, la copine qui sait hyper bien s'habiller, qui portraitise ou qui caricature tous les profs. Tout est original chez elle, et ça, j'étais pas du tout ça. Moi, j'étais vraiment la jeune fille classique dans mon coin avec mes kilos en trop, mon acné et ma tristesse intérieure, quoi. Et j'étais plutôt joyeuse à l'extérieur, mais voilà, j'étais une ado, mon Dieu, qui traversait ce qu'elle pouvait, oui. Et qui faisait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle était. Et vraiment, je me suis rendu compte avec tout ce travail de développement et de dépouillement personnel, donc de d'élagage, vraiment comme si j'allais avec une tronçonneuse effeuiller à l'investigation de vous-même, en descendant comme ça en spirale à l'intérieur dans un escalier en colimaçon. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'allais pleurer un bon coup chez une psy, que j'allais oser regarder en face une terreur nocturne, que j'allais oser faire des séances d'EMDR, qui sont une technique d'hypnose qui permet d'aller très profondément pour laisser remonter un chagrin venu d'ailleurs. On ne sait pas, je n'arrivais même pas à mettre de mots dessus, mais bon, au moins, tant qu'il était dehors, il était plus en moi. Et déjà, ça me libérait. Et en fait, je me rendais compte que plus je pleurais dans des espaces sécurisés, à savoir auprès de professionnels, dans des espaces de thérapie, dans des stages, plus je m'allégeais de tout ce chagrin et ce poids-là, plus d'un coup, j'avais des idées. Plus d'un coup, je me disais, en fait, je vais me mettre à dessiner. En fait, mon chemin, c'est les mots. C'est vraiment la communication. Mais quand les mots ne viennent pas, ça va sortir par des taches d'encre, peut-être de l'art abstrait, et puis peut-être un jour un peu plus de l'art figuratif, et puis peut-être de l'encre, et puis voilà. Donc j'arrivais à écrire ce que je n'arrivais pas à dire. Et j'aime beaucoup Sampé, le papa du petit Nicolas, et de ce grand illustrateur poète pour moi. Et j'avais eu l'occasion de le voir dans une émission de télé où il disait que lui, pour la fiche des impôts, il savait pas où se mettre, parce qu'en fait, il était dessinateur, en fait, oui. et il savait pas quoi cocher. Et en fait, il y avait la case écrivain, et du coup, il avait coché écrivain en se disant, en fait, dessiner, peindre, c'est aussi écrire. Ouais, j'aime bien cette idée vraiment de l'expression multiple. En fait, c'est ce que m'apprend le développement personnel, c'est que on a tellement tous quelque chose à dire qu'on peut le dire dans une performance artistique, on peut le dire dans un mouvement de danse, on peut le dire dans des couleurs que l'on porte dans ses vêtements, on peut le dire dans un chant, on peut le dire dans un texte que l'on publie sur Instagram, on peut le dire au monde dans un plat que l'on cuisine chez soi. La créativité, elle peut s'exprimer vraiment de plein de manières différentes, et on est tous des artistes à cet endroit-là. Alors peut-être qu'on n'exposera pas tous, et peut-être qu'on ne sera pas tous Clara Luciani, M ou Terrence Malick, mais on a tous quelque chose à offrir au monde de quelque manière que ce soit. Aujourd'hui, Anne, vous proposez des séances de coaching professionnel et personnel sur des sujets liés au changement de vie, à la créativité, à l'expression de soi, ainsi qu'à la pleine réalisation de ses potentiels. Comment vous appliquez ces domaines d'expertise au monde du travail et à l'individu ? Alors en fait, moi j'ai calculé l'autre jour, je crois que j'ai changé déjà 7 fois de métier.
Et j'ai traversé donc vraiment des périodes de chômage. Alors je préfère les appeler des recherches d'emploi, qui sont en fait des recherches dans moi. Parce que c'est vraiment, à chaque fois, c'était associé à ça. Parce que moi, je bougeais intérieurement, les métiers dans lesquels j'étais ne me convenaient plus, puisque je faisais un pas de plus vers qui je suis profondément, puisque je déployais de plus en plus ma créativité. J'ai l'impression de me reconnaître là. Mais c'est pas par hasard, de toute façon, qu'on se parle, Laura. C'est pour ça aussi que vous faites ces interviews. Et moi, pendant des années, j'ai eu besoin et j'ai eu envie d'aller interviewer des gens qui me permettaient de dire ce que j'avais hyper au fond de moi, mais que j'arrivais pas à dire. Et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir le transmettre et de semer cette graine-là en vous, parce qu'un jour, c'est vous aussi qui serez interviewé pour un autre podcast, une autre conférence ou une autre émission, pour aller transmettre ça. Et c'est ça que je trouve chouette aussi, c'est vraiment le tendre la main. L'inspiration, c'est ça, c'est l'artiste, c'est pas celui qui, quand il y a des barbelés, aide l'autre à passer le barbelé. C'est celui qui passe le barbelé, qui peut-être se déchire le jean dans le barbelé, mais qui montre aux autres que ça a été possible de traverser le barbelé et qui continue d'avancer. Il est pas là pour tendre la main, il est juste là pour dire regardez, c'est possible. Et moi, c'est vraiment ça que je veux dire, et c'est aussi pour ça que j'accompagne aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que le dénominateur commun de toute personne qui entame une forme de changement, mais que ce soit un changement professionnel, un changement dans son état, peut-être passer de célibataire à en couple, ou peut-être de couple à couple avec enfant, c'est pas rien, c'est des grands cataclysmes dans une vie, et que le dénominateur commun de toutes les personnes qui réussissent ou qui s'épanouissent dans ces changements-là, c'est vraiment l'accompagnement. C'est 95% des gens qui réussissent une transition professionnelle, ils sont soit allés voir un coach, soit allés voir un thérapeute, vous l'appelez comme vous voulez, un psy, mais quand même, et moi je sais que j'aurais pas réussi tous ces virages-là si je m'étais pas fait accompagner. Je crois que c'est Steve Jobs qui dit dans un de ses nombreux TEDx, une de ses nombreuses conférences TEDx, qui dit mais le premier des trucs, c'est faites-vous coacher, faites-vous accompagner. Et vraiment c'est ce que je peux recommander de plus. Trouvez quelqu'un qui vous parle, qui a un discours qui vous parle, et offrez-vous quelques séances plutôt que de rester coincé dans un boulot où vous tournez en rond, où vous subissez du harcèlement, où vous restez étriqué dans votre coin, parce que vraiment, je crois qu'on perd beaucoup de temps et qu'on peut vraiment s'abîmer grandement en se laissant heurter par la vague qui revient et qui refrappe à nouveau, toujours au même endroit. Vraiment... Aujourd'hui, je trouve ça super, c'est de plus en plus démocratisé. En plus, on a moins honte de dire « je vois quelqu'un, je me fais coacher ». Allez, y a plein d'hommes qui préfèrent dire « je me fais coacher » plutôt que « je vais voir une psy ». Peu importe, en fait, on s'en fiche. Moi, je fais un peu de coaching. De temps en temps, on parle un peu du perso. Et parfois, on va plutôt travailler sur comment demander une augmentation salariale ou comment travailler un site internet pour des jeunes entrepreneurs. Parce que je travaille, ou comment travailler une prise de parole en public, comment gagner sa confiance en soi. Enfin, voilà, peu importe le sujet, c'est vraiment c'est un partenaire. Moi, j'aime bien le coach, il est à côté de soi. Voilà. Mais justement, le risque est le sujet principal de mon podcast, comme vous le savez, et on vit dans une époque, à contrario, qui privilégie la sécurité, qui soit personnelle, affective. On ose de moins en moins prendre des risques. Et selon vous, justement, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques et d'oser être soi finalement ? Mais là, en fait, je crois que de toute façon, on va plus avoir le choix, en fait. Et je pense que ceux qui auront compris quels étaient les ressorts, les outils, les alliés qu'ils pouvaient avoir pour justement prendre des risques, ou en tout cas oser le changement, ils vont avoir un temps d'avance sur ce nouveau monde qui est en train de se dessiner. On le voit bien, le CDI, c'est fini. C'est fini, ça protège plus de rien, un CDI. Même pour avoir un appartement, c'est fini en fait. On va changer, je sais plus, je lisais l'autre jour que une personne qui a moins de 25 ans aujourd'hui va changer 17 fois de boîte et de statut. Avec les emplois qui vont disparaître. C'est fou. Donc vraiment, d'être habitué à en permanence changer comme ça, en permanence, et de trouver les bons alliés pour se permettre ce changement, on va être obligé de ça. Moi, j'aime bien dans la prise de décision, parce que le oser prendre un risque, j'aime bien cette question de le penser à l'envers. C'est qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas ? Qu'est-ce que j'ai à perdre si je ne le fais pas ? Alors, le risque, c'est hyper subjectif et personnel. Moi qui ne suis pas mariée et qui n'ai pas d'enfant, pour moi, je trouve que s'engager toute une vie, hypothéquer, je sais pas quoi, signer un prêt sur 40 ans pour une maison, etc., mais pour moi, ça me semble dingue.
Et à la fois, des choses que j'ai fait moi, voyager seule pendant des mois toute seule, sac à dos à 19 ans, à l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable, bref. Enfin, voilà, ça pour des gens, leur semble complètement dingue, devenir entrepreneur alors que j'avais plus d'acédique. Enfin voilà, ce genre de démarche-là peut en revanche générer voilà, de l'inspiration pour d'autres, mais moi je vois des gens qui font des sauts dans le vide aussi, qui m'inspirent beaucoup. Donc, c'est vraiment très subjectif, le risque. Et vraiment, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que je perds si je ne le fais pas ? Qu'est-ce que je perds si je n'écris pas ce livre ? Qu'est-ce que je perds si je ne fais pas ce pas vers ce type qui me plaît tant ? Qu'est-ce que je perds si je n'ose pas demander ce contact qui pourrait peut-être me permettre d'avoir une bourse, une subvention pour mon projet qui me tient tant à cœur ? Qu'est-ce que je perds si j'ose pas demander ce petit coup de pouce à mes parents, à cet ami ? Voilà. Qu'est-ce que je perds ? Et donc vraiment de le penser de cette manière-là, parce que souvent le risque, on est coincé soi-même dans une prise de décision. On est dans une pince, en coaching on appelle ça une pince. Donc ça peut être pour le livre, moi je suis en plein dedans puisque j'écris beaucoup en ce moment, ça peut être j'ai hyper envie d'être publiée, j'ai hyper envie de dire au monde de tout, voilà, de transmettre tout ce que j'ai appris parce que je sens que vraiment il y a des choses, je le vois bien quand j'en parle avec des gens, qu'il y a des trucs qui peuvent aider. Et si quelqu'un qui écoute ce podcast peut vraiment avoir une fenêtre qui s'ouvre à l'intérieur, c'est super, j'ai gagné ma journée, c'est super. Et de l'autre côté, parfois, dans l'écriture du livre, on peut se dire « Ah, mais j'ai envie d'être tranquille, en fait, c'est compliqué un livre. Pourquoi on fait ça ? Ça prend du temps. Et puis d'être devant un ordi, j'ai mal au dos. Voilà. Enfin, bref. Oui. Donc voilà, il y a aussi ces doubles, ces pinces un peu, ces injonctions. Est-ce qu'il y a des méthodes pour oser être nous et identifier notre ikigai, notre raison d'être, comme vous le dites ? Alors, la méthode, c'est d'abord savoir que ça prend du temps. C'est que aujourd'hui, je le vois vraiment, même avec les personnes que j'accompagne, on est quand même tous, et je me mets dans le lot aussi, on a tous envie que ça bouge rapide maintenant. La vie est longue, mais elle est courte aussi, et donc on a très envie que ça bouge très fort, très vite. Alors il y a des choses, il y a vraiment moi je trouve que de ce que je mesure de 20 ans de développement personnel, de formation, d'accompagnement, de thérapie, pour moi aussi, pour mon propre chemin, je trouve que l'outil et le travail le plus puissant, c'est vraiment de travailler dans l'inconscient. Je peux rester dans mon haut de l'iceberg et aller voir une coach et lui raconter ma vie et rester là-haut et me raconter cette histoire que je me raconte depuis des années et voilà, me raconter ce truc-là, que c'est comme ça et qu'en fait je mérite pas et que je suis pas bonne de toute façon. Enfin voilà. Mais si je veux rester là-dedans et si j'achète ce scénario-là, j'ai le droit de rester là-dedans, mais je peux perdre aussi beaucoup de temps, de l'argent aussi, qui est une énergie que je mets pas à un autre endroit. Et je trouve que des techniques comme l'hypnose, comme le MDR, et je parle de ce que j'ai vraiment éprouvé longuement, qui a été vraiment bénéfique, et des deux outils qui pour moi sont vraiment très puissants et ceux auxquels je me suis formée, qui sont les constellations familiales, qui est une thérapie brève, et le chamanisme aussi à son endroit, qui vraiment descend dans, voilà, tous ces endroits qui viennent travailler dans l'inconscient, dans ce qui reste coincé dans l'invisible et qui visiblement ne se matérialise pas dans la matière. Là, je trouve qu'on fait des bonds de géants dans sa vie quand on ose aller se dire bon, si j'avais la solution, ça se saurait et j'aurais déjà bougé depuis longtemps, donc j'ose aller vers un peu plus de l'inconnu, mais avec quelqu'un qui s'y connaît, qui va m'accompagner dans ces endroits un peu plus sombres, mais ensemble, avec une lampe frontale, on va aller éclairer peut-être des parties un peu moins sympathiques, on va peut-être aller déterrer 2-3 lièvres, on va peut-être aller à la lampe torche, à la bougie, éclairer des chagrins, des parties plus douloureuses, mais qui, mon Dieu, une fois qu'ils seront sortis, vont tellement m'alléger. Et, c'est vraiment, moi je crois que pendant ces 20 ans, là, j'ai cherché, et je cherche toujours, des espaces de libération émotionnelle cadrés où je viens avec mon paquet, je dépose ça, je paye la dame et je peux m'en aller, et bien plus légère et avec beaucoup plus de place intérieure pour déployer qui je suis profondément et toute ma créativité. Une question que je me pose également, aujourd'hui nous passons beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur Instagram, à nous comparer. Et est-ce que finalement ces réseaux sociaux n'ont pas un impact négatif et nous freinent pas dans la réalisation de nous-mêmes à force justement de regarder ce que font les autres et
au lieu de faire une propre recherche sur nous-mêmes. Alors moi je trouve que j'aime bien dans les stages que j'anime me servir beaucoup du smartphone, parce que je trouve que j'adore, moi j'ai passé des retraites dans des ashrams en silence, assise en tailleur, en ayant mal au dos, j'avais beaucoup de méditation, etc. Mais je trouve aussi que le développement personnel, c'est bien beau, c'est facile d'être éveillé, zen, dans des endroits où on n'a pas de dossier à rendre dans les 2 heures, et avec 4 coups de fil et 5 réunions en cours. Et je trouve que vraiment c'est important d'ancrer le développement personnel dans sa vie quotidienne. Et donc, par exemple, je propose beaucoup de se faire des tableaux inspirationnels sur Pinterest, par exemple. On peut vraiment se faire des vision boards, donc des tableaux de vision, ou des mood boards, mais vraiment pour ancrer ça et travailler. Donc moi, vraiment, mon téléphone, c'est mon allié de développement personnel. Quand j'anime des cercles, on travaille sur les intentions, sur quels sont nos projets pour soi, pour son couple, sa vie amoureuse, pour ses projets professionnels, de ce que l'on aimerait avoir réalisé d'ici 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Par exemple, je leur fais écrire tout ceci dans le papier, parce que je trouve que c'est important d'abord de l'ancrer et ensuite de le dire à voix haute et de l'enregistrer dans un petit MP3 sonore, en se mettant un réveil où tous les jours à 8 heures, vous l'écoutez, ou en entendant votre voix qui va vous dire je suis une femme accomplie, je suis une femme désirée, désirante et désirable. Mon podcast est écouté par des milliers de personnes, il touche des personnes en chemin aux 4 coins de la planète. Ce dont on a envie, en fait. Et vraiment de le dire au présent. Et ça, vraiment, je trouve que ça peut être vraiment utile. Et de la même manière, pour Instagram, par exemple, j'ai unfollow, en bon français de France. Je me suis désabonnée de plein de comptes de gens où ça m'inspirait pas. Je me disais, mais comment je me sens en ayant vu ce que la personne partage là, est-ce que j'ai vraiment envie de ce partage-là? Et vraiment, en revanche, je suis allée beaucoup plus cliquer sur des comptes inspirationnels avec des phrases motivantes, et pour moi c'est plutôt du coup quand je laisse défiler mon fil d'actu dans ces réseaux-là, c'est plutôt je vais me faire mon petit shoot d'inspiration, de phrases, d'images, de beau, d'art, d'esthétique aussi, et du coup quand on bascule comme ça de cette manière-là les réseaux sociaux, c'est bien plus sympa. C'est vrai. Je voulais parler avec vous aussi de la peur, une émotion très forte. Aujourd'hui, c'est elle qui peut nous empêcher de sortir de notre zone de confort et de prendre des risques. Justement, qu'est-ce qui se passe chimiquement dans notre cerveau lorsqu'on a des émotions ? Oh là là, alors moi je suis pas médecin ni je saurais pas trop ce qui se passe. La peur, je vois bien, je vois bien l'angoisse. Moi, l'angoisse a été une bonne vieille copine avec laquelle j'ai vécu en colocation pendant, mon Dieu, de longues années. J'ai vraiment traversé de grandes crises d'angoisse jusqu'à me rendre très malade à plusieurs reprises. Donc je vois bien jusqu'où la peur peut mener. Je vois aussi comment aujourd'hui basculer du côté de l'amour. Et par exemple, je peux partager, j'ai pris conscience de ça l'autre jour. Moi, j'habite dans un appartement où j'ai choisi d'avoir un atelier. Oui. Vraiment de création là-bas, vraiment pour je me suis dit que vraiment j'allais rogner mon budget sur d'autres choses pour avoir un espace à moi, une pièce à moi où je pouvais peindre, dessiner, écrire, mettre de la musique, vraiment dans ma bulle. J'ai des post-it au mur partout, j'ai mon antre, ma grotte à moi. Et puis à un moment donné, il y a quelques mois, je me suis dit mais quand même là, pendant l'été, je vais aller écrire du côté de Nantes, je pourrais louer mon appartement sur Airbnb, comme plein de gens le font, et puis gagner un peu de sous parce que, profiter de ça. Et en fait, j'ai réalisé que si je faisais ça, il allait falloir que je mette un verrou sur la porte de mon atelier dans mon appartement, que je déplace tous les meubles, qu'en gros, c'était la peur qui était le moteur total de ça. C'était la peur que, je sais pas, de pas avoir assez de contrats ensuite, ou que mon entreprise se développe pas assez, et qu'en fait, si je vibrais la peur, parce qu'en fait, tout ceci me faisait donc aller acheter, enfermer, qui cherche juste à créer pour ensuite être publié, être vu, être entendu, être lu. Alors qu'en fait, là, la peur me faisait faire le mouvement tout à fait inverse, d'aller m'acheter des cadenas, d'aller ranger des trucs à la cave, d'aller fermer, d'aller trier mes vêtements pour éviter de me faire piquer des trucs. Et donc, en fait, en permanence de vibrer cette peur-là. Oui. Donc, en étant dans l'accueil d'étrangers chez moi,
contre de l'argent et de cloisonner toute ma créativité. C'était complètement aux antipodes. Je suis quand même allée jusqu'à me créer ce profil Airbnb, prendre des photos de mon appart. J'en ai pas dormi pendant 2 jours. Je me suis dit non, c'est pas du tout possible. C'est pas possible. Et donc j'ai tout effacé. Et en fait, évidemment, dans les 3 jours qu'on suivi, j'ai eu plein de contrats qui sont tombés, de gens qui sont venus. Parce que la vie... Voilà, parce que j'avais décidé de choisir vraiment d'être pleinement dans la créativité et de me faire confiance et de basculer du côté de la confiance et de cette confiance en la vie, en l'amour de ce qui se passe et de ce que j'ai à offrir au monde plutôt que de penser petit bras. Oui. Voilà. Et est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus soumises à des émotions que d'autres en fonction de sa culture, de son environnement familial ? Alors, je dirais qu'on a, de ce que je vois aussi auprès des personnes que j'accompagne, on arrive tous avec notre bagage plus ou moins visible. On a tous une grosse croix sur le dos, plus ou moins visible, et peu importe le milieu duquel on vient. Vraiment, j'entends des histoires, et j'ai entendu depuis 20 ans dans les stages, dans les cercles de parole, Moi, je suis vraiment très friande de cette médecine de la parole qui est magnifique, où on vient déposer cette parole au centre sans que l'autre vienne rebondir dessus, vraiment qui est juste là pour être déposée, entendue, sans jugement, sans répétition. Enfin, vraiment, c'est très important de trouver des espaces sécurisés où on peut venir par les mots dire quelque chose. Donc... Et puis parfois, on se rend compte, on a l'impression que certaines personnes sont en béton armé, alors qu'en fait, elles cachent une faille immense, plus abyssale. Donc, je dirais que tout le monde a son lot. Il y a vraiment tout le monde a son lot. Je dirais qu'il y a quand même certaines cultures où c'est moins simple de venir voir un psy, de venir voir un coach, de venir voir un thérapeute, d'oser demander de l'aide. Sauf que quand on ose demander de l'aide, on sort du statut de victime. On ose se dire, allez, je reprends la responsabilité. Je suis pas coupable de ce qui m'est arrivé. Je suis pas coupable d'une enfance malheureuse, de ce drame, de cet accident, de ce licenciement, de ce gros spleen que je trimballe, de ce deuil que j'arrive pas à faire, de cette tristesse de pas rencontrer l'amour ou quoi qu'est-ce. Mais voilà, je choisis de me prendre en main et je choisis d'oser demander de l'aide plutôt que d'aller encore à nouveau taper sur ma blessure et remettre du vitriol dessus en allant à nouveau m'offrir en pâture à de nouveaux prédateurs ou de nouveaux... voilà, c'est vraiment de comprendre qu'à un endroit, là, ça a fait trop mal. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais vous dites dans une interview qu'il est essentiel de se soucier de son enfant intérieur, car c'est lui qui régit toutes nos émotions, et d'écouter sa mère intérieure. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Le père intérieur aussi, ne l'oubliez pas. Le père intérieur, les ok. Parents. Ouais, c'est vraiment d'aller regarder l'enfant intérieur et puis d'être un bon père et une bonne mère pour cet enfant intérieur. Donc d'aller regarder vraiment l'enfant libre en soi, la petite fille en soi. On a plein de... C'est ce qu'on voit aussi dans les constellations familiales. On va regarder toutes les sous-parties de soi. On va aller regarder le bon petit soldat en soi. Celle qui vraiment qui y va, qui fonce, qui se pose pas de questions, qui étouffe un peu la petite fille blessée, qui dit non ça va, attends là faut que j'avance, j'ai ce projet à mener, faut que j'avance. On va aller regarder celle qui commande, on va aller regarder celle qui se plaint, on va aller regarder celle qui est épuisée. Donc c'est vraiment cet enfant intérieur et ces enfants intérieurs, on va aller regarder toutes ces sous-parties de soi. Et puis on va également ensuite, par la suite, aller regarder comment on va pouvoir être un bon père et une bonne mère pour cette petite fille. Peut-être que pour le bon petit soldat intérieur, on va lui dire « Attends, tiens, facile, oh là là, prends une chaise, souffle un peu, respire, regarde autour. Et si tu prenais un break ? Et si tu t'offrais, allez, une journée, un massage ?» J'aime bien conseiller parce que je trouve que ça marche bien sur moi, donc je trouve que c'est chouette d'avoir une enveloppe bien-être. Moi, j'ai une enveloppe budgétaire bien-être. Et donc, selon les moments où je gagnais plus ou moins bien ma vie, même des périodes de grand chômage, j'avais une petite enveloppe bien-être, mais parfois c'était, je sais pas, 20, 30 euros. Pour certains, c'est beaucoup, 20, 30 euros. Mais voilà, c'était, je me disais, bon alors, pour 20, 30 euros, qu'est-ce que j'ai ? Je peux peut-être aller à ce salon du bien-être dont l'entrée est 8 euros, je sais pas.
Je vais m'offrir un vernis à ongles parce que je trouve ça hyper important d'avoir les ongles faits. Moi, ça me fait me sentir bien avec ma féminité. Et je vais aller voir ce feel-good movie, voilà. Puis parfois, j'avais un peu plus de budget et je m'offrais un stage de développement personnel, peut-être un bain de gong. J'ai une amie qui m'a offert ça l'autre jour. J'ai découvert ça, c'est magnifique, les bains de gong. C'est un massage de l'âme avec le son. Voilà, enfin de réserver du temps et de l'argent. Et l'argent, c'est une énergie aussi, donc c'est de l'investissement, c'est le plus beau des investissements, investir sur soi. Donc comment, en temps, en énergie et donc en argent, je décide d'investir sur moi. Concrètement, si moi demain je veux me former en développement personnel, je cherche des solutions pour m'accomplir personnellement, comment je fais pour trouver la méthode qui me convient le plus ? Est-ce que c'est la méditation, l'hypnose, la visualisation créatrice ? Alors, il y a plein de choses, je dirais qu'il y a un peu de tout ça. C'est vraiment, ce que je conseillerais, c'est vraiment de vous écouter. Alors, je trouve que le développement personnel, ce qui est super, c'est qu'il y a plein de portes d'entrée. On peut écouter un podcast comme le vôtre, on peut rentrer dans une librairie et se laisser appeler par un livre, le feuilleter. On peut regarder évidemment des conférences sur Internet, des conférences TED ou d'autres. On peut écouter des émissions de radio. On peut, il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses. C'est plein de graines semées. C'est des portes d'entrée qui mènent, je crois, au travail le plus profond qui ensuite est le travail de l'expérientiel. Vraiment, je me souviens, j'avais une thérapeute qui disait ça. Elle me disait, c'est comme le mot vin, V-I-N, comme le vin, la boisson. Elle me disait, tu peux lire 2 millions de fois le mot vin, V-I-N, tu seras jamais ivre. Et c'est exactement pareil. On peut lire 2 millions de livres de développement personnel, comment booster sa confiance en soi, comment réaliser ses rêves, comment, je sais pas quoi, le dépassement de soi, voilà, tous ces thèmes un peu, parfois un peu, voilà, il y en a partout, il y a un peu à boire et à manger. Tant qu'on n'ose pas ensuite vraiment aller se confronter, aller regarder en face ce qui nous empêche de dépasser justement ces peurs, d'aller traverser peut-être ce petit tunnel, ce gué au milieu de la rivière face à un coach, un thérapeute, un atelier de développement personnel, d'oser aller mettre les mains un peu dans le cambouis, peut-être, pour en tirer une magnifique œuvre d'art quelques temps plus tard, mais tant qu'on n'ose pas vraiment y aller, aller faire l'expérience de sentir où ça coince, avant ça, il se passe pas quand même grand-chose. Donc au début, c'est ça. Moi, j'ai gardé pendant 3-4 ans le post-it avec le numéro d'une psy. Oui. Vraiment, parce que j'avais des amis qui voyaient très bien que je faisais semblant de bien aller. Oui. Et donc, j'ai gardé pendant longtemps ce texto-là, ce papier-là. Et puis un jour, vraiment, je me suis dit, non, mais là, je suis vraiment en train de toucher le fond, il va falloir y aller. Donc, c'est beaucoup l'ego qui dit, oh, mais ma fille, tu vas pouvoir y aller. Mais, voilà. Donc, je dirais que tout est bon à prendre dans ce dont on a besoin. Il y a des gens, ils ont vraiment besoin, petit bambou, par exemple. Voilà, les méditations, ça marche super fort. Il y en a d'autres, ils adorent s'avaler des vidéos sur YouTube d'interviews, du podcast à gogo. Moi, j'aime bien les conférences. Je trouve que voilà, la conférence inspirante, j'aime bien quand les gens prennent la parole. Moi qui me suis longtemps tue, je trouve que c'est toujours très émouvant d'entendre la vérité de quelqu'un. Et puis vraiment, moi, je préconise l'expérientiel. Le stage, peut-être de commencer par un atelier de 3 heures. Aller se dire, allez, j'y vais avec une copine. On y va ensemble, comme ça. Ou peut-être, au contraire, j'y vais seule parce que je sais que je ne serai qu'avec des inconnus. Et comme ça, si je craque un peu ou si... je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Après, je dirais que je trouve ça bien de se faire recommander quelqu'un, peut-être. Voilà, parce qu'il y a un peu à boire et à manger aussi dans ce milieu-là, comme dans tous les autres milieux. Oui. Il y a des bons médecins et des mauvais médecins, il y a des bons profs et des mauvais profs, il y a des bons avocats et des mauvais avocats, il y a des bons psys et des mauvais psys, il y a des bons coachs et des mauvais coachs, et voilà. Et je crois que moi, je continue de beaucoup me former parce que un coach, il arrive à accompagner les gens au moins jusque là où il est. Donc moi, si je continue d'avancer, d'être sur la marche juste peut-être un peu au-dessus sur certains sujets, je sais que je peux emmener les personnes qui sentent que j'ai traversé une épreuve que eux sont en train de regarder en face et que, en tout cas, je peux les amener au moins à l'endroit où je suis par rapport à cette faille-là. Je sais par mes recherches que vous vous intéressez également aux enfants. Moi, je viens d'avoir une petite fille qui s'appelle Victoire, qui a 4 mois. Et c'est des questions concrètes que je me pose.
quelles valeurs je vais lui transmettre, mais aussi comment je vais l'aider à oser être elle-même, à prendre des risques, à avoir confiance en elle. Surtout quand je vois aujourd'hui le nombre d'adultes qui peinent à trouver leur voie et qui ont du mal justement à être bien dans cette société. Je me demande du coup, le développement personnel pour enfants est-il bon selon vous ? Alors, moi je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant, c'est de travailler sur soi en tant que parent. Et vraiment, un enfant, il a besoin que ses parents s'aiment. Il a besoin de savoir qu'il est aimé quoi qu'il fasse. Et vraiment, il a besoin que maman aille régler sa tristesse profonde, que papa aille regarder en face sa vulnérabilité, plutôt que qu'on le hyperstimule et qu'on le pousse à faire plein de choses et qu'on le développe justement dans cette espèce de quête il faut le développer à fond. Vraiment, c'est ce que je dis dans la conférence TEDx, c'est un parent qui travaille sur lui, c'est un parent qui soulage ses enfants, ses petits-enfants et tous ceux qui viendront ensuite. En transgénérationnel, on dit que on hérite davantage des histoires du passé de nos grands-parents, bien plus que de nos parents. En fait, de nos parents, on va prendre évidemment une éducation, ce qui s'est passé à la maison, dans l'enfance, les permissions, les croyances familiales limitantes, les artistes ça meurt sous les ponts, ah mais t'es une fille mais il faudrait que vite tu te maries, fais pas trop d'études, ouais, ces croyances là, et puis mais on va prendre en transgénérationnel les histoires des grands-parents, donc l'enfant il va prendre davantage peut-être un projet professionnel non réalisé d'un grand-père ou d'une grand-mère, voilà. Donc en fait plus le parent va aller clarifier sa propre histoire, son propre lien à lui quand il est arrivé dans sa propre famille de naissance, plus il va aller travailler là-dessus, plus il va pouvoir entrer en résonance et en lien avec son propre enfant. Donc vraiment, je dirais qu'un enfant à 4 mois, il a juste besoin que ses parents soient là. Il n'a pas besoin de Game Boy, de je sais pas quoi, de PlayStation, de jeux ou des dernières baskets à la mode ou du dernier spectacle qu'il faut absolument avoir vu ou quoi au caisse. Il a vraiment, vraiment besoin que ses parents s'aiment. Ça, c'est vraiment le premier pilier très important. Et puis vraiment que ses parents aillent bien. Et donc, c'est vraiment plutôt à eux. C'est d'ailleurs souvent ce qui se passe. Les parents qui viennent en coaching ou en thérapie, ils viennent en disant « Mon fils fait des terreurs nocturnes, ma fille est ingérable, ou quoi au caisse. » Et en fait, ça les ramène évidemment à leur propre enfance. Et c'est souvent ça qu'on vient travailler. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, enseigner dès le plus jeune âge pour guider les enfants dans le fait d'oser être eux-mêmes ? Alors, d'oser dire. Oser dire. Ça, vraiment, c'est très important. Moi, je trouve, il y a un sujet qui est, alors attention, c'est pas très facile, mais vraiment, aujourd'hui, avec MeToo, Balance ton porc, la parole s'est beaucoup ouverte aussi sur tout ce qui est de l'ordre de l'abus, qui est une bombe à retardement sociétal. On en parle évidemment, les scandales dans l'église sont sortis, la parole, comme on dit, se libère dans le cinéma, dans le journalisme aussi, dans les médias. Le dernier des gros tabous, c'est la famille. Et vraiment, vraiment, je crois qu'il est essentiel et très important de dire aux enfants que leur corps leur appartient, que vraiment leur corps est un temple, un trésor, que à 4 ans, un enfant, il s'habille tout seul. Il se lave tout seul. Moi, je me souviendrai toute ma vie, et je raconte toujours cette anecdote-là. Quand j'avais 17 ans, moi, je faisais beaucoup de babysitting, et j'avais été garder une petite fille. Et c'est la première fois que je la gardais, et ses parents vont au cinéma, et je sais plus, je passe le gant comme ça dans le dos. Et en fait, je descends avec le gant le long du dos, et elle se retourne, et elle me dit « Ah non, à cet endroit-là, il n'y a que moi. Ni papa, ni maman, ni personne d'autre, il n'y a que moi. » Et j'avais trouvé ça mais fantastique. J'avais félicité les parents quand ils étaient revenus. Je m'étais dit mais quelle intelligence. Cette petite fille-là, c'est bon. Elle sait que cet endroit-là, quoi qu'il arrive, à l'école, ailleurs, ensuite ou quoi au caisse, elle sait vraiment que c'est elle qui dispose pleinement de son corps. Et donc aujourd'hui, quand on parle ensuite du consentement, etc., mais déjà toute petite, elle sait qu'à cet endroit-là, c'est vraiment précieux. Et ce que je vois, et c'est aussi ce sur quoi beaucoup j'accompagne, et c'est pour ça que les constellations familiales sont un outil mais d'une grande puissance, c'est qu'il y a une loi du transgénérationnel qui est terrible mais qui est à connaître, qui est que la répétition se joue beaucoup dans la maltraitance et dans l'abus, qui est que toute personne abusée
si elle ne travaille pas sur son abus, abusera ou livrera son enfant en pâture à un prédateur, à un prof de maths, à un prof de sport, à un prof de... Voilà. Et ça se vérifie en séance en permanence. Et que toute personne battue battra ou livrera son enfant en pâture à un beau-père violent. Et mon Dieu, on ne sait tellement pas ce qui se passe dans les familles. Et on le voit avec des féminicides, et on le voit avec ces faits divers. J'entendais hier qu'un médecin généraliste, il a 2 à 3 femmes par jour qui viennent avec des blessures de coups portés à la maison. Donc, il y a vraiment des climats, on ne sait pas ce qui se passe chez les gens, même si on sait, parce qu'on entend quand même de l'autre côté. Et donc, c'est vraiment encore un des derniers tabous. Et donc, vraiment, je crois que quand on est une petite fille, un petit garçon, on a l'impression, on grandit dans une famille et on a l'impression que tout est normal. Parce que c'est normal qu'il se passe ça, qu'il soit dit ça comme ça. Et puis, un jour, on va dormir chez le copain ou la copine. Et puis, on se rend compte que, tiens, là, papa et maman, ils se tapent pas dessus, mais ils se donnent la main, ils se font des bisous sur le front, ou que le grand frère, il a le droit de fumer dans sa chambre, peu importe. Mais en tout cas, il y a d'autres règles, il y a d'autres tolérances, de fait, etc. Et donc, on se rend compte que, en fait, ce qui se passe à la maison, c'est pas la vérité, c'est une vérité. Et donc, c'est là aussi qu'on se rend compte aussi qu'il y a quand même quelque chose qui cloche, peut-être, ou qui est pas tout à fait normal. Et donc, vraiment, moi, en permanence, tous les enfants que je rencontre autour, c'est à chaque fois, je dis, mais vraiment, toujours, tu peux dire, toujours, tu peux lever la main, tu peux aller dire à une dame, une assistante maternelle, dire ce qui se passe, où tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait normal, où tu sens que c'est pas juste ce qui se passe, tu dois le sentir dans ton corps, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, tu peux toujours aller dire. Et donc vraiment jamais mettre en doute la parole des enfants. Pour reparler de votre activité de coach, aujourd'hui dans vos programmes d'accompagnants, quel type de profil recevez-vous ? Alors à peu près, vraiment très... C'est très divers et varié. Et vraiment, il y a des... Évidemment, donc il y a, comme j'ai l'intitulé coach, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à libérer leur créativité, puisque c'est l'un de mes grands sujets, libérer leur créativité et prendre leur place aussi, mais aussi laisser exprimer leur voix. Et donc que ce soit dans la prise de parole en public, mais aussi dans les mots choisis, et puis leur voix expressive. Donc ça peut prendre, en effet, je travaille beaucoup avec du collage thérapeutique aussi. Quand on n'a pas les mots, on peut descendre dans l'inconscient aussi, avec j'ai beaucoup d'outils très différents qui permettent justement de descendre dans cet entonnoir, dans ce bas de l'iceberg, voilà, là où justement il n'y a pas de mots encore pour dire ce qui coince, ce qui est caché, tapis dans l'ombre. Donc voilà, il y a des gens qui cherchent à changer de métier, il y a des femmes qui se sont un peu oubliées dans une vie de mère et d'épouse, et voilà, qui se disent oh là là, mais je suis passée à côté de plein de rêves peut-être, et j'ai envie un peu de reprendre tout ça en main. Il y a des personnes qui ont, parce que j'ai travaillé aussi beaucoup autour du trauma, qui viennent aussi pour voilà, traverser, dépasser ça et aller justement trouver ces magnifiques espaces de création qui se cachent derrière et qui restaient coincés derrière ces gros chagrins à pleurer. Et puis des chefs d'entreprise qui viennent aussi voilà, essayer de faire décoller leur entreprise, qui cherchent à comprendre ce qui se passe dans leur équipe et qui est pas encore tout à fait serein dans la communication, qui cherchent à peut-être insuffler un peu plus de management bienveillant dans l'entreprise. Moi, je travaille beaucoup avec la communication non violente, donc j'ai beaucoup de managers et de dirigeants qui viennent me voir pour voilà, essayer justement de ne pas être ceux qui viennent provoquer des burn-out chez leurs salariés. Donc voilà, d'aller essayer d'insuffler comme ça dans l'entreprise où ils se rejouent. Et les constellations professionnelles aussi montrent beaucoup cela. Ils se rejouent dans l'entreprise et dans la vie professionnelle beaucoup de situations de la famille de naissance dans laquelle on a grandi, et qui, si on n'a pas un peu éclairé ce qui se jouait avec des frères et sœurs, un père un peu autoritaire, une mère un peu absente, ou l'inverse, voilà, peuvent se rejouer ensuite avec un patron, un N+1 comme on dit, des collègues, voilà. Justement, je voulais qu'on en parle du burn-out, puisque c'est d'actualité malheureusement aujourd'hui dans nos sociétés. Comment vous le définiriez déjà ? Le burn-out, c'est vraiment, de ce que je vois, j'observe, c'est oublier qui je suis profondément. J'ai oublié qui j'étais et je suis tellement à côté de qui je suis que mon âme profondément pleure tellement à l'intérieur de cet oubli. C'est cette petite fille intérieure ou ce petit garçon intérieur qui est passé en mode pilote automatique et qui, parce qu'il a acheté
quand il était petit, le fait que il fallait qu'il fasse ça pour être il a écouté papa et maman, voilà, pour être un bon petit garçon. Et puis à un moment donné, c'est plus possible en fait, c'est plus possible. Et c'est aussi pour ça que ça se rejoue dans l'entreprise. C'est pour ça que vraiment c'est important d'aller se faire coacher, parce que dans l'entreprise, on peut vivre d'énormes blessures narcissiques profondes. Qu'on l'on attribue à un patron qui est un peu tyran, à une patronne complètement tarée, voilà. Alors qu'en fait, ce sont vraiment derrière ces figures peuvent se cacher des blessures de petits garçons et de petites filles qu'on a vécues tout petits, d'un jour, maman qui est sortie de ses gonds et qui a dit ça, ou papa qui est venu et qui a shooté dans mon château de Lego, peu importe. Mais vraiment dans ma création, où j'ai pas pu pleurer, j'ai pas pu dire ça, et où en fait ça a cristallisé et ça va se rejouer professionnellement. Mais moi, je suis fascinée de voir, quand j'interviens en entreprise auprès de dirigeants, de voir des situations, mais qui cachent tellement quelque chose de bien plus profond. Et si tout le monde avait la clé, c'est-à-dire osait venir dans un espace sécurisé à l'extérieur de l'entreprise, parfois démêler ce qui se joue pour arrêter de se faire mal, arrêter de faire mal à tout le monde autour, et arrêter vraiment de se mettre en danger aussi. Parce qu'il y a des gens qui se mettent en danger professionnel, financier, avec ces situations-là. Et comment vous expliquez qu'il y en ait autant aujourd'hui des burn-out ? Est-ce qu'il y en a plus qu'avant ou est-ce qu'on en parle plus ? Moi, je crois qu'il y a vraiment un éveil des consciences. C'est ça que j'observe. Et donc, je sais plus, j'avais une amie comme ça qui me racontait que vraiment sa mère, elle a passé 40 ans dans la même société toute sa vie. Donc voilà, on parlait tout à l'heure des jeunes générations qui vont changer 25 fois de métier et de statut, de posture, qui seront un jour associés, qui vont vendre une boîte, qui peut-être un jour prendront un CDI parce qu'ils voudront un peu de tranquillité, ou seront des slasheurs de partout. J'en suis une bonne de slasheuse aussi. Voilà. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... C'est marrant, j'en discutais avec mes parents cet été. Mon père, par exemple, il n'a jamais cherché de travail de sa vie. Ouais. C'est hallucinant. Il n'a jamais cherché de travail de sa vie. Et donc, voilà, c'est une toute autre époque. C'est le plein emploi, les fameux OK boomer. On en parle beaucoup en ce moment. Enfin, ils n'ont pas du tout les mêmes questions que nous. Et ils n'ont pas non plus la même conscience que nous. De la même manière sur la parentalité. Je le vois très bien avec moi, le travail que j'ai fait sur l'éducation que j'ai reçue, sur les faux pas de mes parents aussi, auxquels j'ai appris à pardonner et à regarder en face. Et je vois aussi aujourd'hui les jeunes trentenaires que j'accompagne en coaching. Je vois aussi la plus grande conscience qu'ils mettent dans le travail qu'ils font, dans la manière dont ils éduquent leurs enfants, dans la manière dont ils font vivre leur couple aussi. Voilà, à l'époque de nos parents, c'était quand même pas la même, quoi. C'était, il y a un boulot, t'as un boulot, tu pointes et voilà. Et au-delà de, est-ce que vraiment ça t'épanouit, tant que ça fait pas trop mal, on y reste. Voilà, aujourd'hui, je crois que c'est intéressant d'aller mettre de la conscience et de... Moi, j'accompagne des personnes comme ça qui me disent je viens vous voir, j'ai 50 ans, 55 ans, mais je viens vous voir parce qu'en fait, mes enfants me disent... ta boîte, c'est comme si t'allais à vélo chez Monsanto. T'es complètement coupé en deux parce que tu crois que tu fais le bien, mais en fait, tu bosses pour un grand groupe pétrolier. Et en fait, de l'autre côté, tu fais de la méditation, mais il va falloir aligner un peu tout ça. Complètement. Donc, il y a des virages qui se font et je trouve ça super que les jeunes générations aussi viennent ouvrir... moi, je laisse glisser quelques magazines un peu inspirants quand je vais chez mes parents. Happiness. Voilà, Happiness, notamment Psychologie positive, dans lesquels pour lesquels j'écris des chroniques. Il y a un magnifique magazine, je le dis, qui est un semestriel qui s'appelle La Petite Fabrique pour toutes les jeunes familles conscientes. C'est un bijou avec des activités à faire en famille, des histoires conscientes. Ils ont transformé le jeu de loi en jeu de la joie. C'est super mignon. Enfin, c'est beau, c'est bien illustré. Voilà. Donc je me dis c'est de ces manières-là qu'on peut aller un peu aiguiller. J'ai glissé des livres comme ça, des petites phrases à glisser aux petits enfants pour ma mère avec ses petits enfants. Enfin voilà, on peut tous semer j'aille lire ça. Des graines partout. On va finir par d'autres questions d'ordre plus général maintenant. Donc je vais vous les poser sans vraiment de structure. Ouais. Quelles sont déjà les questions qu'on vous pose le plus en général, que ce soit dans vos coachings, mais également sur vos réseaux sociaux ? Oh là là, vaste question. Je dirais que, et c'est une question que j'ai posée moi, c'était est-ce qu'un jour on arrête de pleurer ?
Est-ce qu'un jour ça se finit en fait? Et moi je me souviens il y a quelques années dans un stage, j'en pouvais plus de pleurer, mais je pleurais. Parce qu'on est quand même des tonneaux de larmes. On est des tonneaux sur pattes de larmes. Et je me souviens, je disais à la thérapeute, je disais mais un jour vraiment ça s'arrête. Et elle m'avait regardée, elle m'avait dit je te jure qu'un jour ça s'arrête. Je te jure qu'un jour vraiment la source de larmes se tarit et vraiment il y a quelque chose, une forme de bien-être qui arrive. Et je dirais que vraiment il y a quelques années j'ai commencé à toucher ce mieux-être et j'approche d'un bien-être. Et vraiment c'est ça que je veux dire en fait. C'est mon Dieu, je reviens de super loin et c'est vraiment ça que je veux témoigner, c'est que oui, il est possible de s'en sortir. Oui, il est possible. Oui, les dés ne sont pas jetés. Oui, on a le choix, vraiment. Et oui, on a le choix de se faire accompagner. Et il y a plein de choses. Et moi, je fais enfin voilà, l'argent est pas un souci. Il y a des gens que j'accompagne où vraiment, il y a un jeune de 17 ans qui vient et vraiment, il va se trouver un boulot de serveur et je lui fais des séances à des tout petits tarifs, mais parce qu'en fait, je sens que si lui à 17 ans il bouge, mais mon Dieu, il va vraiment choisir sa vie. Et je me souviens de un de ces stages aussi où j'avais 23 ans, je pleurais, j'en pouvais plus de pleurer. Et il y avait cette femme de 65 ans qui était venue me voir à la fin du stage et qui m'avait dit, tu sais, toi tu vas vraiment choisir ta vie en commençant à travailler sur toi si jeune. Moi je ne fais que regarder dans le rétroviseur tous ces choix que j'ai pas pu faire. Parce que je me suis mise en chemin un peu trop tard. Et elle était dans un travail bien plus d'acceptation de ce qui avait été. Et vraiment, tous les jours, je pense à cette femme-là. Donc vraiment, vraiment, pour moi, la seule limite qu'on se met, c'est la limite de s'être dit « pas maintenant ». Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas adeptes du développement personnel, l'attaquent même et parlent de charlatans. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes ? Oui, bien sûr, il y a à boire et à manger, bien sûr. Moi, je suis journaliste au départ, oui. Donc moi, je suis quelqu'un de très terre à terre, de très cartésien. Je me suis rendu compte qu'évidemment, j'étais devenue journaliste pour chercher en moi une vérité, puis chercher dans la famille des secrets de famille, et donc en fait, j'étais une sorte de radiologue, de journaliste d'intérieur, à un endroit. Mais c'est aussi pour ça que je suis allée voir dans ces stages, rencontrer, et que lors des émissions de radio que j'ai faites autour de ces sujets, quand j'animais ces émissions de développement personnel sur Europe 1, je donnais des idées de prix aussi. Combien c'est une séance de coaching? Combien c'est un stage de développement personnel? C'est pas 2000 € le week-end. C'est vraiment aller regarder un peu quels sont les prix justes, qui vous recommande quelqu'un, et vraiment moi je trouve que le bouche à oreille ça marche bien. Se laisser aussi appeler par une vibration, aller écouter les personnes qui vous inspirent, aller écouter leurs podcasts, les bien interviews, sûr. Aller les lire, et se laisser appeler par quelqu'un, peut-être aller voir cette personne-là d'abord en conférence, parce que parfois on peut être déçu. Je dirais que faire attention parce qu'en effet il y a des gens plus ou moins formés et je dirais que le grand truc c'est de savoir et de s'assurer que la personne qui vous accompagne elle aussi se fait accompagner, elle aussi se fait superviser. Oui. Parce que si elle ne se fait plus superviser, c'est-à-dire si elle n'a plus un espace dans lequel elle peut se remettre en question, ça veut dire qu'elle se met dans sa toute-puissance et là ça devient dangereux. Une maxime que vous aimez beaucoup et que vous voudriez nous partager ? Oui, alors moi j'aime beaucoup ne pas reconnaître ses talents, c'est faciliter la réussite des médiocres. Pourquoi ? Parce que vraiment, je crois que c'est ça notre chemin, notre travail, c'est vraiment d'aller regarder à quel point on est des êtres magnifiques. On est des êtres lumineux, créatifs, on a plein de choses à offrir au monde et que tant que je permets et que je fais passer tout le monde devant moi et que je ne choisis pas de m'occuper de moi. J'aime bien prendre cette image du masque à oxygène qui tombe dans l'avion en cas de dépressurisation. Une mère, si elle est avec ses 2 petits-enfants en bas âge à côté, au moment où le masque à oxygène il tombe, si elle se dit « Oh, je vais d'abord penser aux autres et je vais d'abord les mettre sur mes enfants », elle va se faire asphyxier et les enfants, ils auront certes les masques à oxygène sur le visage, mais ils n'auront plus leur mère pour s'occuper d'elle. Donc c'est d'abord sur elle qu'il faut qu'elle le mette pour ensuite s'occuper de ses enfants. Et donc c'est vraiment important de regarder en face l'endroit où là ça va pas du tout, là j'ai plus aucun temps pour moi et comment je peux commencer par peut-être me prendre 1 heure par semaine pour moi où vraiment je coupe le téléphone et où j'écoute la Calas hyper fort dans les oreilles et je pose je regarde un peu, je vais voir une expo, je vais me promener dans un parc, je vais m'asseoir au pied d'un arbre, je me fais un truc qui me fait du bien.
À la radio, je me souviens, vous aviez l'habitude de conseiller un livre de développement personnel. Pour ma part, j'en ai lu plusieurs, dont Le pouvoir du moment présent ou Les 4 accords Toltec. Lesquels vous pourriez conseiller ? Alors c'est vrai que j'aime beaucoup les 4 accords Toltec, que je trouve vraiment, c'est un peu la Bible, quoi. Ce premier accord Toltec qui est que votre parole soit impeccable. Je trouve que pour voilà, mon propre chemin, et c'est très important, parce que moi qui viens vraiment du silence, de la langue des signes, et qui est de plus en plus de micros comme celui-ci aussi mis devant la bouche, c'est important de choisir les mots, l'importance des mots, de ce que l'on dit, de l'écho que ces mots trouveront dans le monde, de ces messages envoyés à l'univers, voilà, de ce que l'on inspire et transpire dans les mots. Vraiment, je trouve que les 4 accords, j'invite pas du tout forcément à l'acheter. On peut trouver tout ça évidemment sur Internet. Je ne touche aucun droit d'auteur là-dessus. Mais je trouve que c'est une porte d'entrée quand on connaît pas bien le développement personnel, qu'on se demande un peu, qu'on n'a pas envie de s'avaler des bouquins entiers sur la méditation. Je trouve que ces 4 petits accords-là, ils sont en fait bien plus que 4 petites maximes. Je trouve qu'ils aident vraiment. J'aime beaucoup aussi, évidemment, Elisabeth Gilbert, qui est celle qui a écrit Mange, prie, aime, et qui a écrit donc Comme par magie, qui est un bouquin magnifique sur la créativité. Que j'ai lu. Ouais, qui est vraiment un bijou. Et j'aime aussi beaucoup, La magie de voir grand. La magie de voir grand, je trouve que voilà, c'est vraiment penser think big, quoi. C'est vraiment arrêter de dire petit tout le temps. Ah, c'est mon petit projet, c'est mon petit podcast, c'est mon petit livre, c'est mon petit boulot. Voilà, penser un peu plus grand, quoi, d'oser faire ce pas un peu plus largement. J'aime bien ce livre-là. Voilà. Une autre question. Quelles sont les principales idées reçues sur le développement personnel aujourd'hui ? Les idées reçues seraient que ça invite à se recentrer sur soi, voire à devenir égoïste, à ne penser qu'à sa pomme d'abord, si j'en crois un peu certains. Après, moi, ce que je disais toujours dans les chroniques, c'est pour ceux pour lesquels la vie va hyper bien, vous avez 5 minutes, là, le temps de ma chronique, pour aller aux toilettes, passer un coup de fil, faire autre chose. Ah tiens, vous êtes toujours là ? Bon, restez donc. Voilà, ce que je trouve intéressant, c'est parfois cette posture de dire « Ah ouais, mais je me regarde le nombril ». C'est aussi beaucoup de personnes qui n'osent pas, justement, faire ce chemin vers soi, et pour lesquelles, dans leurs croyances, s'occuper de soi, c'est vraiment ne s'occuper que de soi. Alors que moi, ce que je dis, c'est libérer votre jeu pour ensuite le mettre au service du nous. Si je libère profondément qui je suis, si je libère ma part créative, si je libère mon talent, si je traverse toutes mes zones d'ombre, mes chagrins, et que enfin ensuite moi je peux accompagner d'autres personnes à devenir elles-mêmes, là j'œuvre pour le nous, j'œuvre pour la société. Moi c'est vraiment ce que j'ai compris. Moi j'étais au fond du trou il y a une 20aine d'années et je pouvais pas du tout en aider d'autres, mais en ayant moi-même traverser tous ces marécages-là, aujourd'hui, je peux accompagner et donc mettre mon jeu au service du nous. Pouvoir parler, pouvoir écrire, pouvoir transmettre, pouvoir accompagner, pouvoir être capable d'entendre la souffrance de l'autre, le traumatisme de l'autre et l'aider à le traverser parce que je suis aussi passée par là. Une dernière question que je pose à tous mes invités. C'est quoi votre définition du risque et quels sont les risques nécessaires pour vivre pleinement ? Alors vraiment, vraiment, je crois que c'est le plus grand des risques. Je réfléchissais à ça en venant. Je me suis dit, bon alors les risques, qu'est-ce que j'ai pris comme risque moi ? Alors j'ai osé démissionner à 28 ans, à une époque où il n'y avait pas encore la rupture conventionnelle. Donc j'ai fait vraiment un saut dans le vide, sans ACDIC, sans... aujourd'hui, les gens, quand ils démissionnent, ils ont 2 ans de chômage. Et c'est quand même... ce qui est quand même un peu sympa, même si ça va changer visiblement bientôt. Mais voilà, c'est quand même un petit coussin qui permet d'atterrir tranquillement après une expérience professionnelle. Bon, moi, à l'époque, je viens d'un temps où c'était pas possible encore et où j'étais tellement en souffrance dans mon job que je me suis dit, en fait, il faut que je quitte, il faut que je démissionne. Et j'ai vraiment dormi, autant vous dire, sur un 10e d'oreille pendant une année
pour tenter d'arriver à atteindre le statut d'intermittent du spectacle ensuite et de faire les 507 heures qu'il fallait que je fasse et donc de chercher en permanence des piges journalistiques et d'être au taquet, d'envoyer des propositions de sujets. Voilà, pendant une année, j'en ai même pas parlé à mes parents. Je me suis dit, ma mère va m'appeler tous les jours en me disant, mais t'as assez d'argent pour vivre et me transmettre son stress, donc je voulais pas du tout de ça. Mais ça, je crois que c'était une sacrée prise de risque et du coup, parce que je l'ai déjà fait une fois, eh bien, devenir ensuite entrepreneur et faire des sauts dans le vide et aller vers des situations que je ne connais pas encore, parce que je l'ai déjà fait, le cerveau est habitué. Ça y est, il se dit, bon, c'est nouveau, mais tu connais quand même, t'as déjà fait une fois. Donc, il y a ça. J'ai mesuré que j'avais vraiment voyagé toute seule dans des âges, j'avais 19 ans, où je suis partie vraiment toute seule, sac à dos, sans donner de nouvelles, dans des pays, j'étais en Syrie avant la guerre, enfin voilà, dans des endroits vraiment un peu baroudes, où tout le monde me disait, waouh, mais tu fais ça, et je me disais, mais en fait, en voyage seul, moi j'ai juste peur de moi en fait. Le plus grand risque, c'est de me retrouver face à moi, mais de me dire, mais est-ce que je vais aimer cette personne que je vais rencontrer ? Je suis avec moi 24 heures sur 24 pendant ce voyage-là, et j'ai plus d'autre échappatoire. Je peux plus. Je suis ni en couple ni avec une bonne copine avec laquelle je pourrais broder et occuper le temps par des conversations futiles ou profondes. Mais là, j'ai juste mes démons à regarder en face à ces endroits-là. Donc ça aussi, pour moi, c'était une part de risque. Mais vraiment pour moi, le plus grand des risques, c'est le risque d'être soi. Et vraiment celui-là, d'oser aller regarder en face profondément ces parts d'ombre, ce qui nous retient d'être profondément qui l'on est, ce qui nous empêche d'oser vivre cette vie sublime, qui peut être vraiment douce, qui peut être magique avec des mains, et voir tout ce que la vie nous offre, voir les cadeaux derrière parfois des épreuves de la vie. Quand on patauge au milieu, quand on se fait virer, moi je peux vous dire dans les médias, des contrats qui s'arrêtent du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain, j'en ai connu plein. C'est un milieu d'une grande violence, comme plein d'autres milieux professionnels. Et voilà, quand on vous dit « Ah, mais il faut voir le cadeau derrière » et que vous pataugez dedans, vous avez du mal à le voir. Mais oui, il y a toujours un magnifique cadeau derrière une épreuve. Merci beaucoup, Anne. Merci, Laura. Vous venez d'écouter l'Aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, Lo from Paris, ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt.